Alors que quand j'ai mon argent en banque, j'ai accès qu'aux produits que me propose ma banque. Alors moi, c'est quelque chose qui m'énerve pas mal de prendre les gens un peu pour des enfants et de leur dire je ne te propose que des investissements sûrs. Mais après, ça peut se comprendre parce que tu as aussi des gens qui se retournent après contre la banque parce qu'elles ont autorisé le virement vers telle plateforme qui en fait était une fraude. Mais c'est un problème d'éducation financière à la fin. Je suis d'accord que si t'es pas éduqué financièrement, c'est important de dire t'es sûr que t'as envie de faire ça et de mettre tous les checks. Mais les gens ont peut-être eu trop l'habitude d'être maternés par leur banque. Mais tu me diras, il y a des industries où quand je vais dans mon supermarché, je suis très content de savoir que tous les produits qu'on propose, c'est des produits qui sont comestibles et qui vont pas me mettre en danger. Et est-ce que tu veux appliquer ça au monde financier? Moi, je pense pas. La capitalisation des stablecoins dollar versus euro, en dollars, on est à 234 milliards, d'après Defilama, et en euros, 330 millions. Oui, encore, il y en a qui trichent sur les stablecoins euros, donc c'est moins que ça. Enfin, l'Europe a perdu la bataille sur les stablecoins. L'Europe a un peu perdu la bataille sur les stablecoins. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple, le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Salut Pablo. Salut Robin. Comment tu vas? Super, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Avec grand plaisir. On t'avait déjà reçu en 2023, il me semble. C'était Valentin à l'époque qui faisait le podcast. Et on avait discuté d'Angle principalement, et donc du projet que tu avais lancé autour des stablecoins. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu un point sur Angle, voir un petit peu comment est-ce que la société se porte, parler aussi d'un nouveau projet dont vous avez un peu pivoté, tu me disais on va en parler aussi, et puis de faire un peu un point global sur l'écosystème des stablecoins, puisque de base Angle s'était lancé sur ce créneau-là. Est-ce que tu peux revenir déjà un petit peu sur ton parcours, te présenter qui tu es, et puis revenir sur la création d'Angle. Super. Moi, je suis donc Pablo, cofondateur de Angle. Je suis ingénieur de formation, donc je suis passé un peu par les cases classiques en France, prépa, école d'ingé. Et après, à la fin de mon école d'ingé en France, j'ai fait un master aux États-Unis. J'étais à Stanford. Et c'est un peu là que j'ai commencé à baigner dans les crypto-monnaies. Les Américains, ils sont souvent en avance sur ces sujets-là. C'était en 2020. Et la formation française, elle nous forme pas mal à faire des maths, de l'info, de l'économie. Et j'ai vu dans le domaine des crypto-monnaies un domaine qui était à l'intersection de tous ces domaines que j'aimais bien. Et donc en fin d'études, je commençais à postuler dans des boîtes crypto en me disant en fait ça me fait trop marrer de travailler là-dedans. J'avais été pas mal marqué par un discours de Fred Ersam, le fondateur de Coinbase, qui avait dit à l'époque, quand il était venu donner un cours à Stanford, voyez ce qui se passait dans les applications mobiles en 2010, où tu peux être 5 dans ta chambre et tu fais Instagram que tu vends 1 milliard. C'est plus trop possible actuellement parce qu'aujourd'hui, il faut être TikTok, des milliers d'ingénieurs pour réussir à pondre les algorithmes. Avec l'IA, quand même, je pense qu'on va avoir des choses. Avec l'IA, maintenant la méta a pas mal changé. Mais à l'époque, en tout cas, on se disait, bon, vas-y, c'est fini l'ère des apps et des trucs comme ça. Et en revanche, il avait dit, en crypto, tu peux être 5 et faire un protocole infiniment scalable avec des milliards d'actifs sous gestion. Et ça avait pas mal résonné. Et donc, avec des amis de Stanford, on s'était dit, OK, réfléchissons à faire nos protocoles DeFi parce qu'on n'avait pas été pris dans les boîtes crypto dans lesquelles on avait postulé. Vous aviez postulé où? Je ne sais même plus dire, il y en a beaucoup qui ont fermé depuis. Et d'autant je ne connaissais pas les trucs qui étaient hot ou pas. Moi, je n'étais pas du tout en DeFi à l'époque. Et on a eu assez vite l'idée, on voyait l'émergence des stablecoins dollars sur lesquels c'était possible de générer du rendement sur Compound, sur Aave. On se dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de stablecoin euro. Et donc on a commencé à bûcher sur comment essayer de faire un stablecoin euro décentralisé, c'est-à-dire sans avoir de compte en banque avec des euros derrière, mais qui repose uniquement sur, avec derrière le stablecoin d'autres crypto-monnaies. On a inventé une nouvelle façon de faire des stablecoins. Et ce qui était en fait un projet de cours, on faisait ça, on était encore étudiants.
assez vite, grâce à la connexion à Stanford, on a réussi à rentrer en contact avec des VC. Et c'était l'époque, en 2021, le marché super bull, l'accès aux capitaux plutôt facile. Et donc on a levé de l'argent, on a levé 5 millions de dollars fin 2021. Mi-2021, avec Andreessen Horowitz, qui est un fonds de VC de la Silicon Valley. Ouais. Et bon, là, on s'est dit, bon, ok, ça devient notre métier. On fait ça à temps plein. Un des plus gros d'ailleurs, A16Z, c'est un des plus gros fonds, en tout cas sur la tech. Sur la tech, en crypto, ils sont assez gros, ils ont réussi à lever des gros fonds. Et donc, juste revenir sur, je pense que la majorité des gens savent ce que c'est qu'un stablecoin, mais juste réexpliquer en quelques mots ce que c'est. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est construite de façon à garder une valeur stable par rapport à un autre actif. Donc un stablecoin dollar, c'est une crypto-monnaie, donc quelque chose qui va s'échanger sur des blockchains. Qui est construite de façon à toujours valoir $1. Nous, on a construit des stablecoins euros. Bon, maintenant, on a un stablecoin dollar aussi qui vaut toujours €1. Mais souvent, quand on parle d'actifs tokenisés, donc par exemple des actions tokenisées, en fait, ça renvoie aussi à des stablecoins, parce que c'est des stablecoins sur, je sais pas, l'action Tesla, stablecoin sur l'action Nvidia. Ça représente le prix d'un actif voilà. Réel, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'un actif en tout cas peut-être plus tangible ou qui parle à plus de monde. Ou même pas, hein, tu peux avoir des stablecoins sur la température à Paris. C'est quelque chose qui est construit pour suivre la valeur de quelque chose d'autre. Et donc, quand on parle de tokenisation, en fait, on parle de stablecoin le plus souvent. Enfin, les gens ne parlent pas de stablecoin, mais c'est la même chose. C'est les deux plus gros stablecoins. Bon, évidemment, ils sont dollars. Hein. On parlera un peu de l'Europe et des stablecoins euros après. C'est donc Tether avec l'USDT et Circle avec l'USDC. Exactement. Et donc, vous vous êtes dit, à l'époque, il y a ces deux gros mastodontes donc, qui étaient déjà gros à l'époque, qui maintenant sont encore plus gros. Et vous vous êtes dit, il n'y a rien, il n'y a pas l'équivalent en fait en euros, donc ça peut être intéressant de lancer ce stablecoin euro-là, peut-être pour aussi être moins dépendant du dollar, j'imagine, et des taux de change entre dollars. On s'était dit, l'intérêt de la finance décentralisée, c'est quoi? C'est un monde financier beaucoup plus ouvert, standardisé, sur lequel c'est facile de construire plein d'applications. Et on se disait, c'est dommage, et ce monde-là ne pourra pas réaliser sa promesse si on ne met pas en DeFi les instruments financiers classiques qui existent dans les marchés de TradFi. Et donc la première brique à apporter, c'est la brique monétaire. Donc c'est apporter des crypto-monnaies sur à peu près toutes les monnaies. Et donc c'était un peu une aberration à l'époque, fin 2020. Ça l'est toujours maintenant parce que fast forward, le marché des stablecoins euros n'a pas tant grossi que ça. Hier, la capitalisation des stablecoins dollars versus euros, en dollars on est à 234 milliards, d'après Defilama, et en euros 330 millions. Oui, encore, il y en a qui trichent sur les stablecoins euros, donc c'est moins que ça. C'est presque fois 1000, enfin 1000 fois moins. Oui, c'est un rapport de 1 pour 1000. Alors que tu regardes la masse monétaire euro par rapport à la masse monétaire dollar, tu es plus sur un ordre de grandeur de 1 pour 5 à peu près. Donc là, l'Europe a perdu la bataille sur les stablecoins. L'Europe a un peu perdu la bataille sur les stablecoins, oui. Mais donc, oui, on s'est dit, on va donner les instruments pour que les Européens puissent tirer profit de la DeFi sans avoir à faire un risque de change, comme c'est le cas aujourd'hui quand tu interagis avec... quand tu es un Européen, au moment où on enregistre, on est en train de discuter, le dollar a perdu beaucoup de valeur. Ouais. Il se trouve que beaucoup de la DeFi aujourd'hui se fait autour du dollar. Donc tous les Européens comme moi qui aimeraient bien pouvoir utiliser des euros pour ne pas porter ce risque de change, en fait, on se retrouve à avoir tous nos gains de farming, les rendements qu'on gagne, effacés par les variations de change euro-dollar. Ouais, avec les annonces de Trump. Les annonces de Trump. Et les droits de douane. Et à l'époque, quand tu as lancé Angle, donc je disais Angle, mais on dit Angle. Tu dis comme tu veux. Ouais. Et il n'y avait même pas de stablecoin euro. Si, il y en avait, mais des petits. Je ne m'étais pas posé la question à l'époque de pourquoi ils étaient petits. Maintenant, je comprends mieux. Mais il y avait Stasis, EURS. Ah, oui. Tether a lancé, au moment où on travaillait déjà dessus, un ERT. Et d'ailleurs, Tether est en train d'abandonner son ERT. Stasis, ils sont un peu toujours restés à la même taille. Mais ce qui fait que les stablecoins euros sont plus faibles sont plus petits que les stablecoins dollars, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dynamique d'effet de réseau. Le fait que ça se renforce un peu. Genre, si tout le monde utilise du dollar, moi j'ai intérêt aussi à utiliser du dollar parce que les dollars sont plus liquides et dans l'esprit des gens,
un risque de change, c'est moins important que le fait de perdre, je sais pas, 0,5% en slippage à chaque fois que je veux rentrer ou sortir de ce stablecoin parce qu'il est beaucoup moins liquide. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça qui fait que et après tous les Européens même ont commencé à réfléchir en dollars. La raison principale aussi, enfin il y a une autre raison, c'est que les stablecoins, ça a commencé à émerger au moment où beaucoup d'arbitrageurs ont commencé à faire de l'arbitrage entre les échanges. T'as une crypto qui vaut 10 d'un autre côté, 10 d'un côté et 9 de l'autre, et ben il y en a un qui va le vendre à Voilà. plus, le racheter à 9 Et avant, les arbitrageurs, ils étaient obligés de faire des virements bancaires entre, je sais pas, les États-Unis et la Corée du Sud pour équilibrer leurs comptes d'une plateforme à une autre, alors qu'avec des stablecoins, bon, ils ont juste à faire un transfert de stablecoin de leur balance Binance, ou de leur balance Coinbase vers leur Binance Upbit en Corée. Et ça prend une minute, quoi, ou même pas. Enfin, en fonction de l'époque, bon, les chaînes étaient moins rapides, et ce qui permet d'être beaucoup plus efficace sur l'arbitrage. Et donc c'est ça qui a vraiment permis l'émergence des USDT. Et en fait, le dollar est resté tu n'as besoin que d'un stablecoin pour faire ça. Tu n'as pas besoin de 10 stablecoins dans des monnaies différentes. Tu as juste besoin de pouvoir équilibrer tes balances d'un échange à un autre. Et donc, c'est pour ça que le dollar est resté, et l'USDT est resté la monnaie principale pour effectuer ces arbitrages et donc qui occupe quand même beaucoup du gros du volume de stablecoins. Okay. Pour toi, c'est la raison principale qui fait qu'en Europe, on n'a pas... Alors après, il y a des raisons régulatoires où... Depuis 2019-2020, les régulateurs européens commençaient à travailler sur un framework pour encadrer les crypto-monnaies et aussi pour encadrer les stablecoins. Il y avait beaucoup d'incertitudes légales sur comment devaient être construits les stablecoins sur l'euro. Maintenant, ce framework-là, il s'appelle MiCA. C'est très clair ce que doivent faire les stablecoins euros qui sont distribués en Europe pour être compliant. Il se trouve que c'est assez contraignant et ça enlève pas mal de propriétés. Notamment, c'est pas possible de distribuer du rendement aux détenteurs de stablecoin. Quand on a un stablecoin euro compliant, on ne peut pas distribuer de rendement aux utilisateurs du stablecoin. Alors que le USDC et USDT n'en distribuent pas non plus, mais ils sont suffisamment intégrés en DeFi pour qu'il y ait des plateformes sur lesquelles c'est possible de toucher du rendement autour de ça. Et donc ça facilite aussi le renforcement des stablecoins dollars. Ouais, mais c'était pas beaucoup plus clair aux États-Unis sur. Alors aux États-Unis, c'était pas clair du tout. C'était pas clair du tout, mais il y avait quand même ce sentiment que je pense que les Américains ont compris avant les Européens, le fait que c'est pas parce que c'est un stablecoin que c'est en crypto que c'est pas du dollar. Et donc un stablecoin dollar, ça reste un instrument de la Fed, du gouvernement américain. De l'extraterritorialité du dollar. C'est du soft power, enfin même quasiment du hard power. Si tout le monde commence à utiliser du dollar, alors mes politiques monétaires, elles peuvent avoir un impact extraterritorial. Et donc, assez vite, les gens ont commencé à comprendre, ils ont commencé à comprendre, en fait, je suis un super bon asset pour le gouvernement américain, donc ils ne vont pas m'embêter outre mesure. Ouais. Alors que les Européens, on a eu tendance à réguler avant même qu'il y ait une vraie industrie du stablecoin euro qui existe. Ouais. D'ailleurs, il y a Paolo Ardoino, donc le CEO, le fondateur de Tether, qui a déclaré que c'était le dernier rempart contre la dédollarisation. Tether, ça, il y va peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, dans un monde où il y a en tout cas une partie des pays des BRICS notamment veulent se dédollariser, on voit régulièrement passer des transactions qui sont faites en USDT par ces mêmes pays-là. Non, c'est vrai. Un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire, mais un peu comme tous ces pays qui souhaitent se dédollariser. Il y en a beaucoup qui disaient on va utiliser Bitcoin, etc. J'y crois pas forcément trop. Mais là où ils ont été très forts, Tether derrière l'USDT, c'est qu'ils ont réussi, et je ne sais pas comment, à avoir plein de connexions dans des échanges locaux. Chez des marchands locaux qui acceptent l'USDT. C'est assez facile dans plein de pays d'Asie, d'Amérique du Sud, d'on-ramper à partir de la monnaie locale vers de l'USDT. Et donc les gens, ils arrivent avec leur brésilienne, c'est quoi la monnaie? C'est le réal. Et pour récupérer des USDT, et après ils ont accès à tout l'écosystème financier qui s'ouvre quand tu possèdes de l'USDT. Ouais. Ok, donc déjà trop de retard pour l'Europe par rapport aux États-Unis, une régulation qui n'était pas forcément adaptée. Et pour revenir sur la régulation, je crois qu'en Europe, quand tu veux lancer un stablecoin, il ne faut pas avoir 60% de tes réserves qui soient en cash.
C'est encore pire que ça. Il faut, je crois que c'est 70% qui sont, je crois, enfin je suis pas complètement sûr sur les règles parce que nous, ce qu'on fait avec Angle, on tombe hors du scope de MiCA parce que MiCA propose une exemption pour tous les protocoles qui fonctionnent de façon décentralisée, et ce qui est le cas, Donc, je ferme la parenthèse. Mais MiCA impose que les émetteurs de stablecoin aient une grande partie de leurs réserves dans des banques. Ce qui paradoxalement ce qui est censé protéger les utilisateurs, mais paradoxalement, c'est quelque chose qui affaiblit un peu un stablecoin d'avoir ses réserves en banque. Le meilleur exemple, on sait que les banques, ça fait faillite. Typiquement, la faillite de la Silicon Valley Bank avait failli mettre en danger l'USDC de Circle en 2023. Parce que Circle, donc derrière l'USDC, avait, je ne sais plus combien à l'époque, peut-être 60 milliards de market cap, donc 60 milliards en réserve, dont 8 milliards qui étaient à la Silicon Valley Bank. Et donc, ça veut dire que si la Silicon Valley Bank faisait faillite, ils perdaient, eux, 8 milliards. Bon, assez vite, on a compris que l'État allait bail-out, c'est-à-dire renflouer les caisses. L'État, donc les citoyens. Donc les citoyens. Mais tout ça pour dire qu'entre avoir son argent en banque et posséder des obligations de la dette d'État, moi, je préfère posséder de l'obligation de la dette d'État ou de la dette d'État. Parce que c'est jugé plus sûr. C'est jugé plus sûr. Et c'est un peu l'argumentaire de l'USDT, de Tether. Et ils disent, nous, on ne va pas se mettre en règle par rapport à MiCA. Pas parce qu'on est des jeunes YOLO, mais parce que ça va affaiblir notre stablecoin de devoir se mettre en conformité avec MiCA, le fait de devoir mettre de l'argent en banque plutôt que de posséder de la dette. Ouais, et puis au plus, mettre de l'argent en banque, je ne suis pas certain que ça leur rapporte autant que les obligations d'État. Si, parce qu'après, quand tu as des milliards investis en banque, tu as quand même du levier. Par rapport à la banque. Je sais pas, moi je vais voir toutes les banques, je leur dis les gars à qui je donne 2 milliards et je vais chercher celle qui me propose le meilleur taux. Je pense que c'est pas tant une question de combien ils sont payés, mais vraiment de risque qu'il y a là-dessus. Parce que Tether et Circle, ils génèrent des montants en termes de chiffre d'affaires assez monstrueux, notamment grâce à toutes ces obligations américaines-là qui sont... Alors, c'est des taux qui varient, effectivement, selon le taux de la Fed pour le dollar. Mais à l'époque, ça pouvait monter jusqu'à 4,5%. 5% même. 5% à la Fed. Oui, c'est peut-être monté un peu plus. Ça dépend de la maturité. Généralement, eux, ils prennent des obligations à très courte maturité, donc de 0 à 6 mois. Je crois que typiquement, Paxos, qui était derrière un stablecoin qui s'appelle USDP et qui est derrière les stablecoins de PayPal, eux, ils visent la maturité moyenne des obligations qu'ils possèdent. Je crois que quand j'ai regardé, c'était 23 jours. C'est quoi l'avantage? C'est plus liquide? En fait, plus ton obligation a une maturité courte, moins tu es soumis à ce qu'on appelle l'interest rate risk, donc le risque, ce qu'on appelle un risque de duration quand tu possèdes des obligations. Mettons que je possède une obligation à horizon 10 ans qui me paye un taux, qui mature à dans 10 ans, qui paye un taux de 3%. Donc tous les ans, je reçois mon coupon de 3%. Si demain, les taux des nouvelles obligations émises à 10 ans, c'est 4%, j'ai un coût d'opportunité à détenir cette obligation à 3% par rapport à celle aux nouvelles qui émettent du 4%. Et donc, la valeur de mon obligation, elle chute. La valeur de marché de mon obligation chute parce que un investisseur, il préfère acheter une obligation à 4% plutôt que... il y a une relation d'équivalence qui fait que le prix baisse. Et donc, en prenant des obligations à très courte maturité, on est moins à risque quant aux variations des taux du marché. Bon, là, en ce moment, les taux sont plus à la baisse. On verra avec les tarifs douaniers de Trump si ça va monter ou si les taux vont baisser. Mais donc, quand les taux baissent, ça veut dire que la valeur des obligations, si j'ai une obligation à 5%, alors que toutes les nouvelles obligations sont à 2%, ça vaut plus cher. Donc, tout ça pour dire que plus c'est courte duration, moins tu es exposé à ce risque-là. Et donc, c'est vu comme moins risqué. Et Circle, c'était 90 jours, je crois, la maturité moyenne. Paxos, 23 jours. Tether, on ne sait pas trop, mais a priori, ils ont toujours été solvables. Il y a souvent cette rumeur, ce FUD, on ne sait pas trop exactement. C'est vrai que c'est encore assez opaque en termes de... C'est encore assez opaque, mais ils ont 100 milliards qui font travailler à 5% par an
a priori, c'est une boîte de, on ne sait pas trop, 100 personnes, 30 personnes. Je pense qu'ils ont pas mal grossi. Entre 100 et 200, moi 100 et 200, voilà. À Bloomberg, je crois qu'il disait 200 à peu près personnes. Donc tu génères 5 milliards de revenus, enfin c'est pas du bénéfice parce qu'après il faut qu'ils payent tous leurs salariés, mais globalement à la fin, même si tu te gaves énormément, il te reste 4,8 milliards quoi, de bénéfices nets. Par salarié, je crois que c'est la boîte où il y a le meilleur rendement par salarié au monde, il me semble 60 ou 65 millions, devant Nvidia à l'époque où Nvidia était capitalisée de manière monstrueuse, enfin en fonction avait de très bons résultats. Je crois que c'est ça. Faudra voir dans l'histoire à quel point s'il y a déjà eu des boîtes qui étaient meilleures que ça. Mais tout ça, ça repose sur quoi? Enfin, comment ça se fait qu'on laisse une boîte générer autant de profits? Ça repose vraiment sur les effets de réseau qu'ils ont construit Tether. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, construire un stablecoin, c'est quelque chose qui est assez facile. C'est juste pour parler techniquement, c'est juste besoin d'avoir un compte en banque ou de gérer les dollars qu'on me confie. Je garde, je sais pas, 20% en banque, ce qu'on appelle en liquidity buffer, pour être capable d'assurer les rédemptions des gens qui veulent sortir. Le reste, à 80%, j'achète des obligations, je peux investir dans des fonds BlackRock qui vont faire la gestion pour moi. C'est-à-dire que si je veux, j'ai aucune gestion à faire. Et après, j'ai juste à ouvrir des comptes en banque partout et être capable de processer les dépôts et les rédemptions. Ou qu'en gros, c'est très facile, c'est très standardisé. On devrait se dire, mais il y a énormément. Ça devrait être super facile d'avoir de la compétition. Mais la valeur, elle n'est pas tant dans la technique d'émettre un stablecoin, elle est dans les effets de réseau, dans la distribution. Et Tether a acquis un avantage énorme en distribution qui va être assez dur de supplanter en l'état. Et donc, je pense qu'il va falloir que les banques commencent à émettre elles-mêmes des stablecoins. Typiquement, mon dépôt, quand moi j'ai déposé, je passe 100 € à la Société Générale. La Société Générale a une créance envers moi de 100 €, me doit 100 € techniquement si je veux les récupérer. Et elle pourrait très bien représenter ça par un dépôt en stablecoin. C'est-à-dire que le standard de mon compte, ça pourrait pas être mon compte sur lequel j'ai accès qu'à mon appli. Ça pourrait être j'ai un stablecoin qui est le stablecoin émis par la Société Générale qui représente mes dépôts à la Société Générale. Et si toutes les banques commencent à faire ça, au vu de leurs encours, on pourrait assez vite avoir des stablecoins plus gros que celui de Tether. C'est quoi l'avantage, que ce soit du côté de la banque ou du côté de l'utilisateur? Alors du côté de l'utilisateur déjà, le standard stablecoin, c'est quand même un très bon standard pour effectuer des paiements. Aujourd'hui, effectuer un virement, c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est facile sur les applications bancaires, mais souvent ça prend du temps à arriver, d'avoir mon virement bancaire qui arrive. Je dois faire un virement cross-border vers les États-Unis, ça peut prendre plusieurs jours à arriver. Avec au standard stablecoin, on peut, autour des stablecoins, tirer profit de tout ce qui a été construit en DeFi, tirer profit de tous les échanges, de la finalité assez rapide de certaines blockchains. Moi, je peux t'envoyer de l'argent en stablecoin, ça va arriver instant sur Base, ça coûte rien quasiment la transaction, ça arrive tout de suite. Si toi, après, tu veux le convertir, si tu veux l'investir, c'est beaucoup plus facile. Alors que quand j'ai mon argent en banque, j'ai accès qu'aux produits que me propose ma banque et je laisse pas la possibilité la banque laisse pas la possibilité à tout le monde de construire facilement des mini-apps pour me permettre de travailler sur cet argent. C'est un peu comme sur Facebook à l'époque, avant qu'ils ferment leurs API, tout le monde pouvait construire des mini-apps sur Facebook. Et là, c'est faire le mouvement inverse. Tout le monde va pouvoir permettre de construire des mini-apps. Ou alors, ils auront un écosystème un peu fermé d'apps qui sont whitelistées, validées, comme quoi c'est en sûr, et donc vous pouvez utiliser votre argent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et ça, c'est une vision assez paternaliste des banques. Et c'est la vision des banques aujourd'hui, c'est de considérer, je suis obligé de proposer que des produits sûrs. Alors moi c'est quelque chose qui m'énerve pas mal de prendre les gens un peu pour des enfants et de leur dire je ne te propose que des investissements sûrs. Mais après ça peut se comprendre parce que tu as aussi des gens qui se retournent après contre la banque parce qu'elles ont autorisé le virement vers telle plateforme qui en fait était une fraude. Donc comment est-ce que, faut aussi que les gens prennent conscience que c'est à eux de... Mais c'est un problème d'éducation financière à la fin. Je suis d'accord que si t'es pas éduqué financièrement, c'est important de dire t'es sûr que tu as envie de faire ça et de mettre tous les checks. Mais à la fin, si de base tu sais que c'est ton argent et c'est ta connerie si tu perds ton argent, je pense que les gens feraient un peu plus gaffe. Les gens ont peut-être eu trop l'habitude d'être maternés
par leur banque. Mais tu me diras, il y a des industries où quand je vais dans mon supermarché, je suis très content de savoir que tous les produits qu'on propose, c'est des produits qui sont comestibles et qui ne vont pas me mettre en danger. Et est-ce que tu veux appliquer ça au monde financier? Moi, je ne pense pas. Mais peut-être parce que j'ai passé suffisamment de temps là-dedans pour savoir ce qui est bien ou pas bien pour moi, et ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui ont du capital à investir. Et du coup, c'est quoi l'avantage pour les banques? Alors, l'avantage pour les banques, il n'est pas si évident que ça. Je pense que parce que là, tel que je le décrivais, l'avantage pour les utilisateurs, c'est un peu du pouvoir et du contrôle que tu as sur ton utilisateur que de l'avant-banque. Le principal avantage pour les banques, c'est plus un avantage en termes de back-office. Une banque, c'est très facile pour elle de savoir quel est son actif, donc combien d'argent elle possède et où, mais c'est plus difficile de savoir quel est son passif. Quel est... de réconcilier à travers tous les comptes combien elle doit à tout le monde. Et l'avantage d'un stablecoin, c'est que la banque, elle a juste à regarder la fonction total supply pour avoir son passif. Et en fait, les banques, je ne sais pas combien, il y a des institutions qui font du crédit dans le monde. Il va y avoir peut-être 50 000 institutions de crédit qui ont chacune leur système de back-office, de middle office, pour gérer la compliance des transactions, pour gérer tous les mécanismes de KYC, etc. Un stablecoin, l'intérêt, c'est que ça standardise tout. Une blockchain, à la fin, c'est une base de données et un stablecoin, c'est une façon d'écrire dans cette base de données. C'est qui, avec certaines règles pour dire je te crédite ton compte, je te débite ton compte. Et la standardisation, ça peut avoir des gains d'efficacité majeurs pour les banques, pour leur permettre un peu de dégraisser tout plein d'opérations en interne. C'est peut-être mal formulé de dire ça va leur permettre de virer des gens, quoi. Mais de fonctionner de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus agile. Les coûts opérationnels plus faibles, en tout cas. Coûts opérationnels plus faibles. Et à la fin, elles proposent un meilleur produit aussi, les banques. Et puis après, une meilleure intégration aussi avec les autres banques. Parce que je crois qu'il y a des obligations là, actuellement qui commencent à être mises en place où les banques doivent être en capacité de communiquer avec d'autres banques. Alors, il y a des systèmes d'API où je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais donc, justement, comme tu dis, la blockchain, c'est un gros réseau partagé ensemble, une base de données partagée qui pourrait être utilisée par ces banques-là. Voilà, c'est censé faciliter tout ça. Mais donc, c'est un avantage, mais c'est aussi un peu un désavantage pour elles. On était au XXe siècle, maintenant il faut passer au XXIe siècle dans tes systèmes. Et tu regardes historiquement la taille des marchés financiers et les frais que prennent les banques. Le coût de l'intermédiation financière, à peu près, c'est 2%. Et est-ce que c'est justifié que les banques prennent autant de profits juste pour l'intermédiation financière et pour gérer du bilan? Je pense pas. Donc je pense que la valeur de l'intermédiation comme ça, capturée par l'intermédiation, par les banques, est vouée de toute façon à baisser et grâce à une finance sur les blockchains. Et donc la question, c'est est-ce que les banques vont essayer de freiner cette transition vers une finance qui est beaucoup plus ouverte, où c'est beaucoup moins de barrières à l'entrée pour de nouveaux acteurs de proposer des services financiers et beaucoup moins de marge prise par les intermédiaires. Aujourd'hui, tu achètes des actions avec ta banque, elle te prend des frais colossaux. Ta banque, quand tu as des zéros déposés sur ton compte, elle te rémunère pas à hauteur de ce qu'elle gagne sur ton dépôt. Il y a tout plein de trucs comme ça qui ne sont pas normaux. Est-ce qu'il y a besoin de payer 100 000 salariés à la Société Générale pour gérer les comptes de tout le monde? Il y a tout plein de trucs qui ne sont pas normaux. Et donc, est-ce que les banques vont faire frein à ça pour essayer de préserver leur stronghold là-dedans, ou est-ce qu'elles vont se résigner en mode de toute façon, si je ne m'adapte pas maintenant, je vais mourir? Et de toute façon, elles vont être obligées avec les néobanques aussi qui commencent à intégrer davantage la crypto ou qui pourraient l'intégrer. Et puis même, je pense que des acteurs comme Coinbase ou d'autres exchanges peuvent aussi commencer à faire peur. Je pense que c'est la suite logique des choses. Les acteurs comme Coinbase ont commencé à racheter des banques, des licences bancaires et offrir des services bancaires sur des rails crypto, sur des rails blockchain. J'aime pas trop utiliser le mot crypto parce que souvent les gens associent ça au côté hyper spéculatif. Bitcoin, Ether, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Là, c'est pas forcément ce dont on est en train de parler. On est en train de parler de rails pour construire des applications financières. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en tout cas dans l'industrie. Et le jour où un Coinbase te rémunère 2% sur tes dépôts, sur tes stablecoins qui sont déposés chez eux, là, pour le coup, il y a une fuite massive
des fonds vers les banques, vers... alors là, en formulant comme ça, on reste un peu dans le paradigme, c'est Coinbase qui te rémunère, alors que ça pourrait être fait de façon non custodiale ou Coinbase gère à la fin. Tu as de la sécurité via Coinbase sur la custodie de tes fonds et potentiellement de la recovery si tu veux, mais c'est toi qui gères ton argent et tu vas le prêter toi-même dans des trucs qui sont dans des protocoles où le risque est un peu validé par Coinbase. Ils disent bon, bah, ça à peu près c'est safe et du coup la marge, le cut que prend Coinbase sur cet actif-là, enfin sur le rendement est beaucoup plus faible que ce qu'aurait pris une banque classique. Je dis Coinbase parce que c'est le CEO de Coinbase qui demandait à ce que on puisse distribuer des rendements sur les stablecoins aux utilisateurs. Ce qui a été refusé par... mais je pense que ça sera jamais autorisé parce que, ça pour le coup, donc pour donner le contexte, les États-Unis sont en train d'essayer de réguler aussi les stablecoins au même titre que les Européens, et au même titre que les Européens, ils sont en train d'interdire le fait que les émetteurs de stablecoins donnent un rendement aux détenteurs du stablecoin. Parce qu'en Europe, c'est interdit, ça. En Europe, c'est interdit. Et la raison principale, parce que le problème, c'est que les régulateurs, ils n'avancent pas les bonnes raisons quand ils expliquent ça. Ils disent « Ah, c'est pour protéger les utilisateurs. C'est pour protéger les utilisateurs, éviter que les émetteurs de stablecoins fassent n'importe quoi avec les réserves pour payer le plus de rendement possible et que les stablecoins, ça devienne des produits à risque. » Pour le coup, je ne suis pas trop convaincu par cet argument. L'argument de dire « Ah, je protège les utilisateurs en les privant d'un rendement auquel ils ont le droit, ils sont censés avoir le droit en possédant le stablecoin. » Enfin, non, tu ne me protèges pas, tu me prives d'argent qui devrait me revenir parce que c'est très facile d'aller chercher ce rendement avec 2 €, t'achètes de l'obligation. Bref, là, tu n'es pas en train de me protéger, je suis plus en train de me faire arnaquer. Et après, au pire, le marché jugera s'il y a des stablecoins qui sont trop risqués, pas assez transparents, bah, les gens de toute façon n'investiront pas dans ces stablecoins-là et ne déposeront pas leur argent là-dedans. Donc ne soyons pas paternalistes envers les gens sur leur capacité à faire de l'assessment de risque d'un émetteur de stablecoin par rapport à un autre. Non, la vraie raison, c'est que si tu permets à tout le monde de donner du rendement sur les stablecoins, c'est un peu la fin du système bancaire fractional reserve banking tel qu'on le connaît, où je mets mon argent en banque, ça donne le droit à la banque d'émettre des prêts à 1 pour 10. Si je dépose 1 €, elle a le droit de prêter jusqu'à 10, etc. Parce que si la banque va me rémunérer moins que ce qu'elle gagne sur mes dépôts, alors que en fait, ça pousserait un mouvement vers un narrow banking où tout le monde prêterait en 1 pour 1 et après il y aurait des emprunteurs, mais ça inciterait un mouvement de l'argent hors des banques vers les émetteurs des stablecoins. Parce que là, actuellement, donc, les stablecoins ils sont émis 1 pour 1, donc un stablecoin émis 1 € en réserve. Les banques, c'est 1 € en réserve, 10 €. Oui, après ça varie les ratios en fonction des ratios. Et donc, si jamais... et là où tu vas en venir, si ça pourrait mettre fin aux réserves fractionnaires, pour quelle raison? Non, en fait, non, ça ferait un exode de l'argent des réserves fractionnaires vers les banques, des banques vers les stablecoins en 1 pour 1, parce que les stablecoins te payent et l'argent en banque ne te paye pas ou te paye moins. Et le problème, c'est que tout ce qui finance l'économie aujourd'hui, le crédit, et je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'argent pour monter mon restaurant, je vais voir mes banques et les faits que les banques aient cette capacité d'emprunt, ça repose beaucoup sur les dépôts. Et aujourd'hui, la couche de crédit, il y a peu d'institutions qui sont... il y en a, il y a plein de boîtes qui font ça, mais qui sont capables de faire du prêt sur fonds propres, sur l'argent que d'autres leur ont prêté. Il n'y a pas beaucoup d'institutions pour faire ça. Donc ça risque pas mal de déstabiliser le système si tu fais sortir beaucoup d'argent des banques. Il risque de manquer des instruments pour financer toute l'économie. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu en train de tempérer le rendement sur les stablecoins, in fine. Et ça, je comprends de dire en fait ça déstabilise trop l'économie si on fait ça. Bon ok, mais dites-le direct quoi. Genre il y a personne qui va le reconnaître frontalement quand on le demande. Ouais. Parce que j'imagine que ça ne serait pas venu forcément de Circle ou de Tether de leur côté, parce que ça les arrange bien aussi. Alors eux, il se trouve que les plus gros, ils sont aussi en train de lobby pour que ça soit interdit, parce que ça préserve leur marge. Là, cette semaine, Circle a publié, ils essaient de rentrer en bourse, donc ils ont publié leurs résultats financiers 2022, 2023, 2024. Et donc le revenu de Circle est en train de progresser, mais leurs bénéfices sont en train de baisser. Parce que
En fait, ils se retrouvent de plus en plus à avoir des clients qui leur demandent « non, donne-moi le rendement que tu génères sur les réserves ». Et donc, ça fait baisser leur marge. Tether, ils n'ont pas ce problème-là encore. Ils ne donnent pas de rendement sur les USDT à aucun, peut-être à certains clients B2B, mais je ne suis même pas sûr. Parce que l'avantage, c'est qu'ils sont arrivés en premier aussi. Et comme tu disais, Circle, pour essayer de s'imposer, ils payent notamment à Coinbase des montants astronomiques. Ils payent à Coinbase, ouais, sur toutes les balances du USDC qui sont sur Coinbase, Circle rémunère Coinbase le full argent qu'ils génèrent sur ces réserves-là. C'est comme ça qu'ils arrivent à s'intégrer peut-être dans des plateformes d'échange aussi et à prendre progressivement la place de Tether. Il y avait un chiffre marrant dans leur reporting financier. Ils disaient qu'ils avaient payé 60 millions Binance Circle pour être inclus dans les réserves. Et Coinbase, c'est 900 millions par an, je crois. Alors Coinbase, le deal, c'est donc tout ce qui est sur Coinbase, Circle paye le full de ce qu'ils gagnent sur les réserves. Et tous les stablecoins qui ont été émis, sur tous les USDC qui ont été émis sur Coinbase, mais qui ont été sortis de Coinbase, c'est 50-50 sur le rendement qui est généré. Donc en fait, ils ne gagnent pas grand-chose en fait. Ça va quand même, la boîte se porte bien. Oui, je crois que c'est, je ne sais plus comment c'est peut-être 200 millions d'EBITDA. Ce qui est correct. Mais quand tu compares à Tether, c'est 5 fois plus d'employés et 20 fois moins d'EBITDA. En fait, Circle, ils ont aussi un problème, ils pourraient baisser un peu leur headcount. Ils se considèrent trop comme une boîte tech, alors que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Quand tu es un émetteur de stablecoin, oui, tu es une boîte tech parce que tu évolues sur le marché des crypto-monnaies, des blockchains, et il faut que si tu veux pouvoir développer des outils pour faciliter les paiements, l'utilisation de tes stablecoins. Intégrer à Stripe, par exemple, ce genre de choses. Oui, mais c'est pas vraiment très compliqué à faire. Et Circle, ils développent des outils pour s'intégrer dans les wallets, mais ils se considèrent, dans leur ADN, j'ai l'impression qu'ils se sentent plus comme une boîte tech avec beaucoup de software engineers payés très cher par rapport à Tether. Nous, on est une boîte, on émet un produit financier, on fait en sorte que ce produit financier marche tout le temps, qu'il soit bien intégré. Tether est réfléchi plus comme une banque que comme une boîte tech. Et il y a deux visions, comme tu dis, parce que nous, on s'était renseigné un petit peu chez Cryptos sur le modèle un peu Tether, et ils anticipent déjà un peu une baisse des taux, notamment de la Fed. Ils investissent énormément dans d'autres industries, dans l'IA, dans la biotech, dans les matières premières agricoles. Ils achètent même du Bitcoin, ils en ont acheté encore récemment plus du... Ça, c'est pas ce que je préfère avec Tether. Après, dans tous les investissements qu'ils font Tether, ils le font sur ce qu'on appelle leur equity. Donc ils le font sur leur argent qui leur appartient en propre, qui n'est pas en train de backer des USDT en circulation d'utilisateurs lambda. Donc c'est avec tous leurs profits, ils font ce qu'ils veulent. Mais oui, ils sont en train de beaucoup se diversifier, de l'or, du Bitcoin, des fermes de mining, un peu partout. Alors que Circle, pour le coup, ça reste full crypto quasiment. Ça reste 80% sur Circle, c'est du backing, c'est dans un fonds BlackRock dédié, qui gère les réserves. Puis même, ils investissent aussi dans beaucoup de boîtes, mais beaucoup de boîtes crypto, je crois, avec leurs fonds d'investissement. Avec leurs fonds, mais c'est rien par rapport à ce que Tether est en train d'investir. Tether, tous les mois, ils disaient on a acheté 1 milliard de Bitcoin, on en a acheté 1,5 milliard. Après, pour le moment, le marché leur donne raison. Pour le moment, oui, si tu regardes à long terme, le marché finit par leur donner raison. Sûrement. Mais bon, c'est past return, ça veut rien dire par rapport à la performance future. Mais le problème qu'il y a quand Tether commence à faire ça, c'est que ça, c'est vraiment une activité bancaire, j'ai mon equity, j'ai mon bilan, je vais gérer mon bilan, à faire des investissements long terme, court terme. Et ça déplace un peu le profil de risque vers quelque chose qui est un peu plus risqué. Là, ils ont tellement en réserve et tellement en bénéfice net, en equity, que ça va. Mais il ne faudrait pas qu'ils aient la tentation de le faire sur une proportion plus importante de leur réserve Tether. Sinon, c'est pas ce que j'attends d'un stablecoin. Quand je mets mon argent, j'ai envie que ce soit comme une banque où mes dépôts sont garantis et que l'État puisse me bail out si l'émetteur fait faillite. Tu vas me dire si mon analyse est correcte selon toi, et je serais curieux d'avoir ton point de vue, mais moi je vois vraiment Tether comme le moyen d'aller toucher le retail, le grand public, que ce soit dans les pays émergents ou même dans la DeFi, peu importe, etc. Donc vraiment quelque chose d'un peu plus grand public, et Circle vraiment quelque chose d'un peu plus régulé pour aller toucher les institutions, etc. Tu vois vraiment ces deux visions-là? Alors ça, c'est la façon dont ils se présentent. À la fin, ils font le même métier, et c'est la même façon. Mais c'est ouf, comme quoi parfois le branding va te jouer sur la perception que tu as d'une boîte qui te vend exactement le même service. C'est très malin, c'est-à-dire que les États-Unis, en fait, ils jouent sur tous les créneaux avec les différents émetteurs de stablecoin. Mais oui, c'est le play de Circle, de se dire nous, on est
est le stablecoin régulé, droit, enfin auquel tu peux faire confiance. Et oui, comme tu le formules, Tether, il se présente. Nous, on est financial inclusion, partout dans le monde. On est l'accès au dollar aux gens où qu'ils soient. Et donc, notre spécialité, c'est les connexions avec les marchands locaux, que les gens puissent on-ramper, off-ramper facilement en USDT. Mais ça, le Plate Circle, c'est pour ça que je pense non-financial advice. Mais quand tu regardes, donc là, Circle, la valorisation de la boîte pour leur IPO, et je crois qu'ils visent 5 milliards. 5 milliards. C'est possible que, et quand on voit leurs chiffres un peu en baisse, pas des très bons chiffres, c'est des chiffres évidemment que je signe pour avoir les mêmes, mais c'est pas c'est pas des chiffres incroyables au vu des standards boursiers d'autres entreprises, mais la boîte va quand même bien se porter et c'est possible que l'IPO se passe bien parce que ça sera un peu vu comme t'investis dans Coinbase, comme t'investis sur la croissance du marché des crypto-monnaies et tu regardes l'action Coin. L'action de Coinbase, elle est corrélée au prix du Bitcoin, plus ou moins. Bon, le Bitcoin a une meilleure performance depuis le début, doit avoir 40% de delta entre la performance du Coinbase et la performance du Bitcoin. Et donc, tu achètes du Coinbase comme tu achètes un ETF, comme tu achèterais un ETF crypto-monnaie. Et tu pourrais acheter du Circle comme tu achètes, tu investis sur le marché du stablecoin, le marché du paiement on-chain, en parlant sur ça. Et les gens se disent, ah, c'est un play régulé, je comprends, donc du coup, j'achète dans l'action. Donc l'action peut devenir potentiellement un meme coin autour des stablecoins. Et c'est comme les gens achètent le token Ondo parce qu'ils l'associent au Real-World Asset, alors qu'il y a plein d'autres émetteurs de Real-World Asset, mais dans la tête des gens à New York, Ondo, Real-World Asset. Donc si je veux de l'exposition Real-World Asset, j'achète du Ondo. Ouais. Ok. Et juste pour finir sur le Tether Circle, là où c'est fort aussi, c'est que pour le coup, des gens qui achètent de l'USDT vont financer donc la dette américaine via des obligations. Et d'ailleurs, Tether, je crois, c'est le 7e détenteur d'obligations. Je sais plus le chiffre exact, mais oui. 7e devant l'Allemagne, etc. Donc c'est monstrueux. C'est peut-être aussi pour ça que les États-Unis ne veulent pas non plus trop mettre des bâtons dans les roues à Tether. Oui, même, oui. Si tu mets des bâtons dans les roues à Tether, tu mets des bâtons dans les roues à quelqu'un qui vient acheter ta dette. Donc non, tu n'as pas du tout envie. Tu mets des bâtons dans les roues à quelqu'un qui vient acheter ta dette et qui accroît la masse monétaire US en dollars partout dans le monde. Donc non. Les États-Unis, ils ont bien compris, et ce que je disais avant, bien avant l'Europe, que Tether, c'était leurs meilleurs alliés. À la fin. Et du coup, l'Europe, nous, on partirait plus sur une monnaie numérique de banque centrale, du coup, comme. Alors, il y en aurait deux. De ce que je comprends, c'est qu'il y en aurait deux, parce que l'Europe a assez à cœur de pas trop déstabiliser le système. Parce que si tout le monde a son compte, a son stablecoin et à la banque centrale, pourquoi j'ai besoin de la banque Je peux les limiter à 2 ou 3 000 euros, c'est ça, je crois. Comme le cash, parce que ton cash, à la fin, c'est comme la monnaie de banque centrale, il appartient pas à la banque, je peux le faire comme ça. Donc oui, ils veulent limiter à 2-3 000 euros. Et les distributeurs de ces stablecoins, ça serait les banques elles-mêmes, qui garderaient leur pouvoir d'émission de monnaie, comme elles ont le pouvoir d'émission de monnaie quand elles te font des prêts, quand tu es une banque. Et donc il y aurait en fait une monnaie de banque centrale retail, limitée à 2-3 000 euros, comme le cash. Et il y aurait une monnaie de banque centrale interbancaire. Et donc la monnaie retail serait sur blockchain privée apparemment. La monnaie interbancaire serait sur blockchain publique. Et ça serait pas la même. Ce serait des représentations différentes de l'euro en soi. Toi, tu l'utiliseras si jamais ça se met en place. Christine Lagarde parlait d'octobre 2025, c'est peut-être un peu ambitieux. Je pense pas. Bien sûr, moi c'est de l'euro. Je suis pas du tout un maxi de l'industrie et l'écosystème a pas mal changé par rapport à 2020-2021. Tout le monde était maxi décentralisation. Ah non, c'est le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir, c'est les banques. Non, on veut faire contre ça. Je pense que c'est pas la bonne posture à adopter. Ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de construire une finance plus efficace. Bah oui, c'est normal qu'il y ait des acteurs centralisés, qui aient un pouvoir de censure, qui interviennent, qui prennent parti dans l'écosystème. Et donc moi, je vois ça de bon augure, le fait que la banque centrale et même toutes les banques commencent à émettre leurs stablecoins, à traiter sur des blockchains, parce que ça sera déjà un gain pour les consommateurs, enfin pour tout le monde. Les gens ne se rendront pas forcément compte, mais en tout cas, les gens comme
comme nous qui construisent en DeFi, eh ben, on aura un accès beaucoup plus facile avec beaucoup moins d'intermédiaires, beaucoup moins de frais à les produits que tous ces gens émettent. Tu penses que l'euro numérique pourra être utilisé dans certains... Ouais, l'euro numérique retail, non, ça serait une blockchain privée, donc ça ne serait pas utilisable. Mais voilà, je ne connais pas toutes les modalités avec lesquelles ils veulent développer. Peut-être qu'à terme, ça pourrait être le cas. Peut-être qu'à terme. Après, oui, se pose des... Mais tu me diras, c'est le même problème sur le cash. Le cash, c'est facile à blanchir, c'est difficilement traçable. Là, un stablecoin numérique sur blockchain publique, un euro numérique, bon, c'est facilement traçable parce que je peux voir que je t'ai transféré de l'argent et tout ça. Mais c'est aussi... oui, ça serait comme du cash, il n'y aurait pas de compliance, de KYC, etc. Donc, tu auras vite fait de perdre avec des gens un peu, des algorithmes un peu sophistiqués, la trace de l'argent à la base. Donc, ça pourrait être mal utilisé, c'est ce que je veux dire. Ok. Et pour revenir sur Angle, du coup, tu me disais que nous, vous êtes à la fois un stablecoin dollar, à la fois un stablecoin euro. Vous êtes à peu près en 50-50 en ce qu'on appelle la TVL, donc la valeur sous gestion, les montants sous gestion que vous avez. C'est quoi les prochaines étapes? Et surtout, vous redistribuez du rendement, du coup? Parce qu'on a un stablecoin décentralisé. En fait, ça. Un stablecoin décentralisé, donc c'est un stablecoin qui n'a pas de compte en banque, qui est backé. L'intérêt principal, c'est de construire des produits structurés autour d'euros ou autour du dollar. Donc nous, on se vend comme un stablecoin. Dans les faits, on n'est pas si différent d'un 1V, d'un compound, des protocoles de prêt-emprunt où tu vas mettre de l'euro ou du dollar et toucher du yield. Nous, c'est un peu la même chose. On a 40 millions sous gestion à peu près, ce qui est bien sûr pas suffisant pour exister à grande échelle dans l'écosystème DeFi. L'effet de réseau n'est pas assez important pour être intégré dans des gros protocoles, c'est compliqué. On est intégré dans des gros protocoles, on a plein de belles intégrations, mais je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas systémique du tout. Mais l'intérêt, un stablecoin décentralisé n'a d'intérêt, bon, à part si tu accordes de la valeur au côté décentralisé. Bon, ce qui est nous, c'est le cas parce qu'on s'est construit comme ça au départ et on l'est resté tout le temps. Tu dis décentralisé, mais vous êtes backé par quoi? Parce que si c'est majoritairement de l'USDC, est-ce qu'on peut considérer que c'est décentralisé? Oui, alors il y a décentralisation du backing et décentralisation des processus de décision, de gouvernance. C'est deux choses différentes. Il y a les stablecoins puristes où c'est que des actifs très décentralisés en backing et toute la gouvernance, ou alors il n'y a pas de gouvernance où la gouvernance se fait on-chain, et des protocoles comme nous, où nous on acte le fait qu'on est backé par des actifs centralisés et que le rôle du protocole qu'on développe, c'est juste de faire sa tambouille avec les actifs décentralisés pour proposer un produit de rendement. Donc on a on appelle ça nos produits de savings, qui est un truc qui est attractif parce qu'on te fournit accès à un rendement ou à des optimisations qui seraient compliquées si tu voulais les mettre en place toi-même. Et c'est pour ça que les gens nous utilisent aujourd'hui. Mais il y a plein de gens qui eux aussi développent des stratégies de rendement, mais qui ne se vendent pas comme des stablecoins. Alors que dans les faits, c'est un stablecoin. Quand tu déposes de l'USDC sur AV, tu récupères un token qui s'appelle le AUSDC. Le AUSDC, c'est un stablecoin en soi. C'est un actif qui vaut $1, qui te paye un rendement. Ils ne se vendent pas comme ça, mais c'est le cas, quoi. Et donc, nous, on pense que le marché est très bouché sur le marché des produits d'épargne décentralisés. Il y a beaucoup de monde. On pourrait y allouer plus de temps, créer des nouvelles verticales. Je suis un peu jaloux de ne pas avoir eu l'idée de Ethena, qui est l'émetteur d'un stablecoin qui s'appelle l'USDE, qui offre un rendement assez attractif parce qu'ils ont des stratégies... ils font des stratégies où ils possèdent de l'Ether et ils shortent l'Ether en même temps, donc ils récupèrent ce qu'on appelle le funding rate. Ils sont payés pour shorter et ce rendement qu'ils récupèrent, ils le distribuent aux détenteurs du stablecoin. C'est un peu risqué, non? Non, c'est pas si risqué que ça. C'est pas très risqué. Ils sont pas en levier sur ça et ils arrivent à déboucler leur position dès que le short ne paye plus en rebalançant en USDT ou USDC. C'est très bien géré comme actif. Et je m'en veux un peu parce qu'en 2021, la façon dont marchait notre protocole derrière le stablecoin euro était similaire avec la façon dont eux marchent, sauf qu'on n'a pas eu l'idée de packager le produit comme ça. J'ai vu qu'ils voulaient se faire réguler en Allemagne et que la BaFin, donc l'autorité un peu l'équivalent de l'AMF, a refusé. Ouais, alors ça, c'est parce qu'eux, ils rentrent dans une autre case. C'est un protocole qui se dit décentralisé, il y a un token, etc. Mais dans les faits, c'est géré à la mano derrière. Enfin, à la mano, ils sont très forts, il y a plein d'automatisation. Mais eux, ils sont un peu en train de surfer sur, on se dit décentralisé, un peu pour l'arbitrage légal, parce que en Europe, quand tu es décentralisé,
personne ne sait ce que ça veut dire être très décentralisé. Parce qu'au final, décentralisé, même les pouvoirs de vote, on se rend compte que c'est concentré. C'est très concentré. C'est très mal défini. Il y a plein de papiers qui sortent sur qu'est-ce qu'un protocole décentralisé. Personne ne sait trop. Au bénéfice du doute, eux, ils font leur truc comme ça. Ils ont émis un token, alors que, bon, pourquoi émettre un token alors que tu peux garder des actions de ta boîte, te payer des dividendes, etc. Enfin, souvent, c'est que tu gagnes plus d'argent en vendant ton token en tant que founder qu'en recevant des dividendes ou en revendant ta boîte où ta liquidité elle arrive après, je sais pas, 5-10 ans. Bon, c'est souvent pour ça que les gens font des tokens même sur des projets centralisés, juste pour des raisons de spéculation financière. Enfin bref, du coup il y a Ethena, il y a plein de bons produits de rendement et c'est compliqué d'exister là-dedans. Enfin, on a des idées, des trucs qu'on pourrait faire, mais c'est un peu des paris à 3 coups. Nous, il se trouve que pour grossir notre stablecoin, on avait développé des systèmes. On avait besoin d'émettre du token et de donner des incitations financières aux gens à utiliser notre stablecoin et à fournir de la liquidité pour notre stablecoin sur ce qu'on appelle sur des échanges décentralisés comme Uniswap. Ouais, parce que c'est ça, en fait. Aussi pour attirer les utilisateurs, tu as beaucoup de projets qui lancent un token aussi pour rémunérer les gens, pour essayer d'attirer des gens, de la liquidité, des utilisateurs, etc. C'est un peu la poule et l'œuf. Quand tu développes un protocole DeFi, ça n'a d'intérêt que si d'autres personnes l'utilisent. Et donc, il faut réussir à créer des effets de réseau au départ. Et les tokens, c'est souvent utilisé comme une façon de créer ces effets de réseau initiaux. Et donc nous, on s'est retrouvés là-dedans, on a dû développer des systèmes assez compliqués parce qu'on voulait faire les choses bien pour attirer de la liquidité pour notre stablecoin. Ces systèmes-là ont bien marché pour nous et on a commencé à avoir d'autres projets ils sont venus nous voir en mode « Ah tiens, est-ce qu'on pourrait utiliser ce que vous aviez fait pour la liquidité de l'AG euro ?» À l'époque, ça s'appelait notre stablecoin euro, maintenant il s'appelle l'or A et notre stablecoin dollar, l'USDA. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser? On s'est dit « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. » Et donc on a commencé à généraliser nos solutions, donc on appelle ça d'incentivisation, pour que tout le monde puisse un peu les utiliser. Et donc on a créé un produit sur le côté qui s'appelle toujours Merkle et qui a énormément grossi. Et ça, c'est devenu un peu notre projet phare. On travaille on est une plateforme de gestion d'incentives, de distribution d'incentives et de points, où les gens vont nous voir en mode j'ai envie de grossir ma chaîne, j'ai envie de grossir mon ensemble de chaînes. On travaille pas mal avec la fondation Optimism qui a envie de grossir toutes les chaînes qui utilisent la OP Stacks, on appelle leur standard technique. Ouais. Et j'ai envie de grossir ma chaîne, je suis en stablecoin, j'ai peur que mon stablecoin dépègue, est-ce que vous pouvez m'aider via des incentives à empêcher que le stablecoin dépègue? Et donc on travaille avec tous ces projets-là en leur fournissant les outils sans qu'ils aient à coder, en leur donnant les outils pour qu'ils fassent eux-mêmes leur programme d'incentive super rapidement et de façon assez smooth et beaucoup plus customisable que s'ils avaient voulu le faire eux à la base. Ok, donc c'est les outils de simulation qui permettent de savoir un petit peu comment tu dilues ton token ou les règles. Alors non, nous on n'est pas trop dans la simulation, le conseil en tokenomics. On est vraiment la plateforme tech, l'outil, le software qu'ils utilisent quand ils ont déjà pris leur décision de OK, je vais investir là. Genre, il y a une chose entre dire j'ai envie de mettre 10 000 € d'incentive sur cette pool Uniswap pour les LP parce que j'ai besoin de la grossir parce que c'est clé pour la croissance de mon token. Et effectivement, distribuer des incentives aux LP, avoir un IPR qui apparaît. Et parce que c'est quoi le problème? C'est que tu as du mal à distribuer des incitations, des récompenses, on va dire, aux bonnes personnes qui vraiment utilisent bien ton protocole, qui sont vraiment des clients fidèles. Le problème, c'est que si tu veux faire ça, c'est beaucoup de temps de dev. C'est assez compliqué à mettre en place et souvent c'est pas cœur dans le produit que développent les gens. Genre, je suis un protocole de pré-emprunt, ça n'a pas de sens que je passe 1 an à développer mon système de points, mon système d'incentive, alors qu'il y a des gens qui font ça en white label. Donc même quand des gens sont capables de le faire eux-mêmes, en fait ils passent par nous parce qu'on leur fait gagner du temps et ils peuvent se concentrer sur le produit. Ils se concentrent sur le produit et c'est le BD direct qui gère avec nous et ils n'ont pas à prendre le dev qui doit construire le front-end ou je sais pas quoi. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des trucs que parfois les protocoles aimeraient faire, mais qui ne sont pas capables, pour le coup, pas capables de faire eux-mêmes. Pour traquer, tu vois, nous parfois, quand tu vas mettre des incentives autour, je donnais des incentives à tous les gens qui possèdent ce token en fonction de leur balance, pendant combien de temps ils ont possédé le token, etc. Parfois, le token, il est possédé par des smart contracts, genre par AV, tu vois. Et donc, il faut qu'on soit capable de remonter à la personne qui possède le token de base
et donc de détecter tel contrat c'est un contrat AV, donc en fait je sais comment interpréter qui sont ces utilisateurs. Donc il y a des trucs compliqués d'indexation, de remonter en fait à la source que nous on offre à nos clients. Et enfin, le truc qui est vraiment compliqué et ça que les gens savent pas faire de façon safe, c'est une fois que tu as été identifié, donc il y a l'identification qui est facile parfois, mais peut être compliqué, enfin qui est facile souvent, mais peut être compliqué parfois, et dans ce cas-là, on aide. Et il y a la distribution des rewards, donc des vrais tokens à tes utilisateurs. Si tu veux que tes utilisateurs ils aient des nouveaux rewards à récupérer, je sais pas, plusieurs fois par jour, et que tu as des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs, c'est compliqué de faire ça à l'échelle. Il va y avoir toutes les 8 heures des nouveaux rewards que tes utilisateurs peuvent venir récupérer sur la plateforme. Et ça, nous, on est assez fort pour ça. Et ça, on essaie de le gérer sur 40 chaînes. Du coup, en 2024, on a distribué quasiment plus de 100 millions de dollars d'incentives par ce biais-là. Ouais. Ok, et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que effectivement, les chaînes, enfin les blockchains, les projets, peu importe, vont distribuer donc des rewards, des récompenses pour essayer d'attirer des gens, donc principalement en leurs tokens. Une fois qu'ils ont tout distribué, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, en fait, toi, tu penses que la majorité des projets et des blockchains sont voués à mourir parce qu'ils ne trouveront jamais de vrais utilisateurs comme ce qu'a réussi à faire AV, comme peut-être ce qu'a réussi à faire Base, etc. C'est une question d'effet de réseau et de market fit à la fin. Genre, t'as beau mettre toutes les incentives que tu veux sur un projet que les gens n'ont pas envie d'utiliser ou qui n'est pas suffisamment bon, quoi, les gens ne vont pas rester. Et donc parfois, la liquidité, elle est assez mercenaire. C'est-à-dire que les gens voient un gros programme, ils se disent « Ah bah tiens, je vais mettre ma liquidité là-dedans, récupérer les incentives, passer au programme d'après ». Ce qu'on voit, ce qui marche bien, c'est les programmes qui durent en perpétuité. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils vont peut-être distribuer moins, mais plus lisser en fonction de ce qu'ils gagnent. Tu vois. AV, ils font ça. AV, c'est des clients de Merkle. AV génère du revenu. Ils ont besoin, en continu, ils émettent des incentives sur certains marchés qui veulent grossir pour attirer des prêteurs, attirer des emprunteurs. Et graduellement, ils baissent petit à petit leurs incentives dès qu'ils ont atteint des effets de réseau suffisants ou une taille suffisamment critique pour que les emprunteurs empruntent, du coup les prêteurs gagnent et il y a de la liquidité pour que les emprunteurs empruntent, donc les emprunteurs reviennent. De toute façon, effectivement, ça, il y en aura toujours besoin et c'est dans tous les secteurs, même dans le Web 2 ou même dans le monde traditionnel, tu as toujours des offres de bienvenue chez du Boursorama, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y aura toujours ce type de besoin-là, en tout cas pour les projets, pour acquérir en tout cas une base déjà d'utilisateurs. Nous, ce qu'on se dit à long terme, c'est que, j'espère moyen terme, hein, c'est que, je me répète un peu sur ça, mais on est convaincu que la finance, la DeFi et les blockchains, c'est un standard beaucoup plus efficace pour construire des applications financières. Or, et c'est un avantage de la DeFi, vu que c'est très compétitif, c'est très compétitif et il y a des switching costs d'un protocole à un autre, d'un produit financier à l'autre qui sont finalement assez faibles. Et donc, ça va être important pour tous les émetteurs, les porteurs de projets qui travaillent dans le monde financier, enfin dans le monde de la DeFi, d'avoir les mécanismes de rétention, les mécanismes de loyalty pour garder leurs utilisateurs. Après, la seule chose qui peut compenser un bon mécanisme, genre l'absence d'un mécanisme de rétention de loyalty, c'est le fait d'avoir des effets de réseau massifs ou que le produit soit lui-même intéressant en soi pour pas que tu aies rajouté cette couche par-dessus. Je disais sur Tether et Circle. Tether n'a pas forcément besoin de payer Coinbase 900 millions pour que Coinbase intègre l'USDT. Et nous, tu vois, par exemple, on travaille avec des stablecoins décentralisés qui veulent donner le rendement qu'ils génèrent sur leurs réserves à leurs utilisateurs. Ils passent par nous et ça fait un cash flow qui est continu. Parce que dès qu'ils ont du revenu, il y a une partie qui va vers leurs utilisateurs et c'est nous qui nous chargeons de distribuer tout ça. Et vous prenez quoi? C'est un frais par-dessus toutes les récompenses? Ouais, on prend un pourcentage de ce qui est distribué. Ok. Et on prend un pourcentage, après c'est dégressif. Quelqu'un qui distribue 50 millions va prendre la même chose que quelqu'un qui distribue 20 000 dollars ou même 100 dollars. Ok. Et après, donc, on est fort en indexation, on est fort en distribution. Si on fait juste la brique indexation, donc essayer d'identifier qui sont tes participants, ça, on le vend pour certains programmes de points. Là, c'est un frais fixe qu'on prend à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est même d'un point de vue utilisateur, c'est quand même pratique. Moi, c'est vrai que des fois, je me rends sur Merkle pour voir un peu. Des fois, j'avais même oublié qu'il y avait certains protocoles qui te récompensent pour l'utilisation que tu en fais. Ouais. Donc, c'est franchement pas mal. On mettra les liens d'ailleurs en description. Mais allez jeter un coup d'œil. On a une interface, on liste toutes les opportunités disponibles
disponible sur Merkle. Le truc intéressant, c'est que sur Merkle, c'est comme ça qu'on l'a développé, ça va le rester, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'utilisateur. Tu n'as pas à déposer ta liquidité dans un protocole, à faire confiance à un nouveau contrat. Tu as juste à venir sur notre front-end ou sur le front-end des gens qui nous intègrent, qui intègrent les opportunités Merkle pour venir récupérer tes rewards. Et vous faites quand même une due diligence, c'est-à-dire une vérification des protocoles qui viennent... Non, on a un outil, les gens nous utilisent... Après, Parce que je me dis, moi, je vois un projet qui me dit, qui m'a donné, je sais pas, $1000, mais en fait, je me rends compte que le projet, c'est une arnaque ou c'est un projet bancal. Alors, bien sûr, si le truc, c'est évidemment une arnaque, on va pas le faire. Mais on est un outil. Nous, le truc qu'on garantit, c'est qu'il y a $1000 et que les $1000 seront distribués aux utilisateurs, mais on n'est pas garant du risque que prennent les utilisateurs en participant dans nos opportunités. Est-ce que les contrats, c'est vous qui les développez? Non, nous, on lit toute la donnée de la blockchain, mais on ne demande pas de mettre l'argent dans notre contrat pour que tu reçoives tes rewards. Donc tu vas sur le protocole en question. Si le protocole veut mettre des incentives, très bien, on les distribuera. Mais c'est pas nous. Enfin, après, bien sûr, si c'est la Corée du Nord ou je sais pas quoi, évidemment qu'on va faire gaffe. Ça nous est peut-être déjà arrivé 2-3 fois d'avoir des trucs en mode ça pue trop, on les laisse pas faire. Mais non, je suis pas très à l'aise avec le fait de faire ça. C'est pas ce pourquoi. On construit un outil qui est censé être non biaisé par rapport à ce pourquoi les gens l'utilisent. Ok. Et du coup, tu disais que vous aviez reçu avec Angle un investissement de 5 millions de la part d'Assaz. Je serais curieux de savoir un petit peu comment est-ce qu'un fonds comme ça, qui est quand même extrêmement réputé, influence ou pas vos décisions. Est-ce que c'est eux qui vous ont poussé à pivoter? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les voir, vous leur avez dit on va pivoter, eux ils ont dit ouais, ok, très bien. Comment est-ce qu'ils vous aident en fait au quotidien? Alors peut-être pas au quotidien, mais en tout cas... En fait, ce qui est agréable, c'est qu'ils sont assez... c'est agréable et désagréable. Ils sont assez hands-off. C'est-à-dire que quand ils investissent dans ton entreprise, ils font confiance à toi. Ils font confiance à toi pour que tu gères... tu leur crées de la valeur. À la fin, leur business, c'est de créer de la valeur pour leur LP et de prendre des management et des performance fees. Et donc, même s'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, typiquement, nous... on est allé les voir en leur disant pivote, ils nous ont dit les gars on pense que c'est un petit marché, que ça ne peut pas grossir énormément. C'était en quelle année ça? Le pivot c'était octobre 2024, qu'on s'est mis à fond sur Merkle. Merkle existait déjà, mais on avait une équipe Merkle, une équipe Angle. Et là maintenant, depuis novembre, on a une équipe full Merkle tout le temps. Okay. Parce que déjà, octobre 2024, ou alors ils ne croyaient pas au système de points, mais c'était un peu la folie en termes de système de points. Tous les protocoles tous les projets qui avant de lancer leur token, lançaient un système de points qui permettait d'attirer justement des utilisateurs en espérant avoir un airdrop. Là, ça s'est essoufflé un petit peu quand même, s'il y en a encore. Non, il y en a encore pas mal. On les voit moins parce qu'il y en a moins qui sont très connus. Il n'y a plus de points Pendle ou Ethena. Mais il y en a encore d'ailleurs, ce Pendle et Ethena, mais il y en a toujours beaucoup qui font des points sur leur projet. Mais c'est ce que je veux dire. Donc, non, ils nous ont dit, si vous pensez que c'est la meilleure chose, allez-y. Parfois, en fait, c'est vraiment comme être au restaurant. Tu as la carte, tu commandes un peu ce que tu veux. Ils vont pas forcément venir te voir en disant, tiens, prends ça. Là, je pense que si tu prends ça, tu fais un bon choix. Mais il faut que tu leur demandes ce qu'ils pensent. Et c'est très utile en intro. Il y a un très beau réseau d'autres fondateurs. Il y a plein de petits avantages ici et là qui font que ça vaut carrément le coup. Et quand ils rentrent chez toi, tu sais déjà quel horizon est-ce qu'ils ont prévu de sortir? C'est clair ou... Non, c'est pas clair. Je sais même pas encore. Okay. Mais je pense que c'est l'horizon d'un fonds classique. C'est 8 ans, 5-10 ans. Ouais, ça va être ça. Ouais. Okay. Et nous, on n'est pas la meilleure perf en Andreessen du tout. Genre, ils ont perdu un tout petit peu d'argent, tu vois, depuis. Genre, on est comme les terres. Genre, t'investis chez nous en mai 2021 et... Ils ont le projet de stablecoin. Projet des stablecoins, ouais. Projet des stablecoins. Mais non, ils nous laissent assez tranquilles et ils nous font confiance. C'est très agréable. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus là de temps en temps. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Et tu peux parler du système à points, de système de récompense, donc par rapport aux actions qu'on peut effectuer sur des protocoles, etc. Mais on en parlait aussi en off. Tu me parlais que
avec la tokenisation des actions notamment, on pourrait même imaginer des versements de dividendes via Merkle. Ouais, en fait, aujourd'hui, notre marché, c'est quoi? C'est le liquidity mining. En gros, donc on fait du liquidity mining as a service. Enfin, désolé pour la brève, je vais expliquer. Liquidity mining, c'est programme de fidélité, enfin programme où tu mets ta liquidité dans un protocole, je vais te rémunérer petit à petit. As a service, ça veut dire que on te permet de créer ces programmes-là sans avoir à coder et en 2 clics depuis notre front-end, depuis notre app. En fait, donc les gens émettent des millions et des millions de dollars de tokens en incentive. C'est une situation qui n'est pas efficace parce que souvent ils émettent plus que la valeur des tokens qu'ils émettent, elle est supérieure à leurs revenus. C'est pas tout le temps très viable, ça dure pas éternellement. C'est des stratégies qui sont aussi faites dans le monde traditionnel. Je pense à des Uber par exemple. Il y a énormément de promotions avant d'être rentable. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, les montants, tu vois les airdrops à plusieurs milliards, tu dis ça va pas durer. Mais en fait, si tout le monde fait ça et que toi tu le fais pas, bon déjà tu te fais avoir. Mais donc les gens le font, mais pas avec le sourire. Tu vois, genre mais je dois donner des incentives, ça me dilue dans ma boîte en pourcentage de tokens que je possède. C'est pas incroyable. Donc à la fin, le marché est intéressant, mais il n'est pas si grand que ça. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est si demain de plus en plus la finance se fait on-chain et qu'il y a des actions tokenisées ou des actifs pour lesquels il y a besoin de distribuer du cash flow à tous les participants, les stakeholders de cet actif-là. Merkle, c'est parfait pour ça. Genre, c'est du liquidity mining qui n'importe pas le nom, c'est du liquidity mining rétroactif. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en plus, Merkle, on a vu qu'on est capable d'incentiver à telle adresse. En fait, c'est une pool UniV3 qui possédait le token tokenisé. Alors, je vais pouvoir forwarder les rewards aux gens qui ont fourni de la liquidité dans cette pool UniV3 avec l'actif tokenisé. Donc, en gros, pour tout ce qui est gestion de dividendes, paiement, paiement à grande échelle. Si demain je suis une boîte, je dois payer des millions de différents utilisateurs. Genre, je veux créditer 10 centimes à tous mes utilisateurs, je suis Carrefour sur leur carte de fidélité, etc. Tout ce qui est distribution du revenu qu'une boîte génère. Tout ça, ça va finir, distribution du revenu à tes utilisateurs directs, pas à tes actionnaires, donc pas les dividendes. Donc comme si demain les stablecoins peuvent donner du yield, c'est le meilleur exemple pour nous. C'est pour ça que j'ai envie que les stablecoins puissent donner du yield. C'est que je sais qu'on a un marché énorme à capturer dans le cas échéant. Parce que un stablecoin, un stablecoin, donc mettons qu'un stablecoin $, si le fait de posséder le stablecoin, tu reçois du rendement, en fait la valeur du stablecoin va s'apprécier petit à petit et donc ça ne sera plus un stablecoin. Enfin, ça reste un stablecoin, mais dans la tête des gens, ce ne sera pas un stablecoin qui vaut $1. Alors que si tu découples le principal du yield, donc l'USDC, du rendement auquel te donne ce droit cet USDC, tu préserves toute la compostabilité en mode tous les actifs valent $1, donc c'est très facile de faire des pool curves les uns autour des autres. Et tu prives personne d'un rendement en ayant fait ça. Et donc ces boîtes-là, plus traditionnelles peut-être, ou autres, passeraient par vous parce que trop complexe de développer ça en interne pour eux. Ouais. Trop complexe de développer ça en interne. Après, ils peuvent le faire, mais si tu veux le faire de façon... Oui, c'est complexe. Ouais. Parce que l'effet de réseau que vous pourriez créer, c'est quoi? Vous intégrer avec des plateformes DeFi et récupérer directement mes incentives pour les faire travailler en DeFi ailleurs ou même... ça, on pourrait le faire. Mais on a une belle distribution via notre front-end. Et on a plus de 100 000 utilisateurs uniques par mois qui viennent voir ce qui se passe sur notre front-end. Ce qui n'est pas dégueu non plus comme chiffre. Et, je parlais des opportunités, ça peut aussi être ça, le moyen d'attirer aussi notre partenaire, c'est que des gens arrivent et en fait voient une opportunité et se disent tiens, je pourrais aller tester ce produit-là, faire cette chose-là, etc. Et donc on a des gens qui créent des campagnes sur Merkle juste parce qu'ils savent que ça va leur apporter de la visibilité. Et ça, c'est un cas d'usage assez intéressant à la fin. Ok, très intéressant. Moi, j'avais fait le tour des sujets que je voulais aborder et des questions. Attends, si toi, tu as un dernier sujet que tu voudrais aborder, n'hésite pas. Alors, moi, je suis pas mal sur mon leitmotiv en ce moment de faites gaffe à ce dans quoi vous investissez, si vous investissez. Essayez de comprendre le risque à chaque fois de chaque stablecoin. Tous les stablecoins, c'est facile de faire un stablecoin, mais tous les stablecoins ne sont pas équivalents. Il y en a qui portent plus ou moins de risques que d'autres. Et réfléchissez par vous-même. Si un truc vous semble trop louche, c'est que
c'est que c'est vraiment trop louche. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien me fier à ma première impression. Et parce que j'ai vu plein de gens, d'amis perdre de l'argent en essayant soit en ne comprenant pas ce dans quoi ils investissaient, ou en perdant patience en vendant dès le premier bear trap, quoi, et avant de racheter. Ok. Et si, est-ce que tu as peut-être des conseils ou peut-être des ressources pour approfondir un peu cet écosystème-là, soit DeFi et stablecoin, un peu pour voir comment est-ce que tu compares, toi, si un stablecoin est intéressant, pas intéressant? Ouais. Déjà, je regarde la monnaie sous-jacente du stablecoin. Aujourd'hui, c'est surtout du dollar. Et je regarde la gestion des réserves qui est derrière. Est-ce que les gars font des trucs shady ou pas avec leurs réserves? Sinon, ça va. Si oui, ça pue. Okay. Enfin, shady dans le sens des transferts entre plein d'adresses, t'es pas capable de comprendre quelle adresse fait quoi. Ou alors, tu vois que les actifs que tu peux tracer, c'est inférieur à la supply en circulation du stablecoin. Ça, c'est pas incroyable. Après, majoritairement, toi, tu utilises quoi comme stablecoin? Plutôt du classique? Les liens USDC, USDT, USDA et ERA, ouais. Ouais, qui vont bientôt être d'ailleurs intégrés dans des beaux wallets pour vous permettre de dégénérer un rendement. Le STUSD et le ST-Euro. Donc STUSD, c'est notre produit d'épargne sur l'USDA. ST-Euro, c'est notre produit d'épargne sur l'or. Ok. Intégré dans des wallets. Et d'ailleurs, justement, comment est-ce que tu t'intègres dans un wallet? Faut payer quand du faut payer. BD, non, on n'a pas trop payé, nous. C'est beaucoup de BD. Ouais. C'est beaucoup de BD. Beaucoup de discussions. Ouais, essayer de leur faire comprendre la valeur que ça peut avoir pour eux. C'est des gens qui réfléchissent, mais comme tout le monde en soi, en coût d'opportunité. Ils regardent le coût de leurs ingénieurs pour qu'ils développent l'intégration. Est-ce que leurs ingénieurs et combien l'intégration peut leur coûter, quoi. Ok. Merci beaucoup, Pablo. C'était très intéressant. Merci, Robin. Ouais, salut.